Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bonsoir parce qu'à l'heure où je vous parle, il fait nuit, et mademoiselle parce que j'adore ce mot et je ne me résignerai pas à l'enlever de mon vocabulaire. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre patience. 8 mois que j'ai commencé cette enquête, je suis donc très loin des standards de YouTube qui invitent à mettre des vidéos toutes les semaines, parfois tous les jours ou une fois par mois. Impossible à tenir sur de telles investigations. J'ai donc décidé d'organiser cette 5e enquête, j'ai 2 mots à vous dire, en 2 grandes parties. La première qui va suivre d'à peu près 35 à 37 minutes et la seconde qui suivra dans quelques semaines d'une durée similaire. J'ai pris un immense plaisir à investiguer. Parfois, certaines prises de conscience m'ont obligé à supprimer des semaines de travail. Je vous remercie donc de votre patience et vous souhaite une très agréable découverte de cette première partie. J'ai 2 mots à vous dire sur le mot compétence. Les personnes compétentes sont capables de mobiliser des savoir-faire, des savoir-être, des savoir-dire dans leur activité, dans leur pratique, dans leur mission professionnelle. Telle est la vérité populaire désormais acquise et posée sur le mot compétence. Dans cette première partie de cette 5e enquête de « J'ai 2 mots à vous dire », je vous propose d'investiguer l'origine de ce mot, comment il s'est construit, comment il s'est élaboré, pour quels usages. Nous découvrirons comment l'amalgame avec l'idée de connaissance a pu s'amorcer. Cette première partie se concentre sur la construction du mot, ses égarements, ses corrélations avec d'autres mots. Elle permet de poser les bases de la seconde partie qui traitera des mots connaissance, expérience, habileté, etc. Je vous souhaite une très agréable découverte de cette nouvelle enquête de « J'ai 2 mots à vous dire », réalisée et tressée d'attention, d'un plaisir continu et d'une curiosité insatiable pour l'histoire véritable des mots. Cela fait 6 mois que je travaille à l'investigation et à l'enquête du mot compétence. J'étais persuadé en commençant ce mot que l'affaire serait traitée rapidement, en 2 mois, 3 mois, car c'est un mot que je pratique dans le cadre de mon métier depuis près de 20 ans. Je me suis rendu compte à quel point je m'étais fourvoyé et faisais preuve à l'évidence d'une grande immodestie. J'ai sous les yeux le dictionnaire de l'Académie, publié en Lancet de la République, traduit en 1798. Nous sommes dans la période de la Révolution française. Et rien que ça me procure un frisson d'avoir sous les yeux, entre les mains, ce dictionnaire qui a une odeur, qui a une histoire. Et merci de me consacrer votre temps à écouter ces mots posés qui vont aussi servir de base, de fil rouge, de ciment à tout ce qui va venir dans les minutes à venir. Pour savoir ce que doit être un dictionnaire, il eût fallu savoir ce que sont les langues. Et
au siècle de Richelieu, parmi les philosophes même de toute l'Europe, il n'y en avait peut-être pas deux qui le soupçonnassent. On a vu depuis que les mots ne nous servaient pas seulement, comme on le croyait, à nous communiquer nos pensées, mais qu'il nous était nécessaire pour penser. On en a conclu qu'il ne fallait pas s'occuper seulement des usages très divers qu'on en faisait, mais de l'usage constant qu'on en devait faire. On en a conclu qu'il ne fallait pas consulter le beau langage du beau monde, comme une autorité qui décide ou tranche tout, parce que le beau monde étant ceux qu'on appelle aujourd'hui les gens brillants, pense et parle souvent très mal, parce qu'il laisse périr les étymologies et les analogies. Parce qu'il ferme les yeux aux sillons de lumière que tracent les mots dans leur passage du sens propre au sens figuré. Parce qu'enfin la différence est extrême entre le beau langage, formé des fantaisies du beau monde, qui sont très bizarres, et le bon langage, composé des vrais rapports, des mots et des idées qui ne sont jamais arbitraires. On en a conclu encore que la vraie langue d'un peuple éclairé n'existe réellement que dans la bouche et dans les écrits de ce petit nombre de personnes qui pensent et parlent avec justesse, qui attachent constamment les mêmes idées aux mêmes mots, qui, guidés par un sentiment exquis plus que par une érudition pénible, éclairent tout leur discours de toute la lumière des étymologies, des analogies et de ces figures du langage, de ces tropes qui font sortir avec éclat tous les traits et tous les contours de la pensée. Comme à mon habitude, je commence mon investigation en ouvrant le grand dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray, au mot compétence, et je vais trouver les bases de l'étymologie, c'est-à-dire cum, qui veut dire avec, et pétéré, qui veut dire pétition, chercher à obtenir. Je reviendrai très en détail sur pétéré, et en particulier sur toute l'origine latine sous-jacente. Et vous allez voir, c'est absolument fascinant. Par habitude, je rédige aussi le principe de généralisation dans mon cahier d'études, capable par ses connaissances, son expérience, faisant référence à une date, 1680, que je note aussi, sans savoir que cela me poserait un problème des semaines plus tard. Tous les étés, je me rends dans les cités des livres et tel un chercheur d'or, je vais chercher la pépite d'or, les pépites d'or qui vont enrichir ma collection de dictionnaires des langues. Nous sommes en août 2021 à Becherel, cité du livre. Je me rends chez un libraire et j'apprends que ce dernier ne met aucun de ses ouvrages sur Internet. Je découvre quelques perles, mais c'est mon épouse qui aura l'œil que je n'ai pas eu. J'en suis jaloux d'ailleurs, car elle découvre, caché entre d'autres dictionnaires, l'extraordinaire dictionnaire, le César-Pierre Richelet, ouvrage en 2 volumes de 1680 dans un état quasi parfait. Alors évidemment, peu de gens vont prendre autant de plaisir que moi à ouvrir un dictionnaire pareil. Mais croyez-moi, quand vous êtes un collectionneur, ce genre de dictionnaire, vous n'y croyez pas quand vous l'avez entre les mains. Vous ne voulez qu'une chose, c'est de l'avoir dans votre bibliothèque pour l'étudier à souhait. Et là, ô joie, ô bonheur, lorsque je regarde au mot compétence, à la page 156 exactement, je lis le mot compétence traité par le Ray historique. Terme de palais, puissance de juger, de connaître d'une affaire. Mais aussi, ce mot est ordinairement de pratique et veut dire convenable, légitime, propre pour l'affaire dont il s'agit, capable de la décider. Mais aussi compétent, compétente, qui est capable de juger et dire son sentiment de quelque science ou d'autre chose. Alors que je consigne mes notes de manière systématique avant de créer mes cartes étymologiques, la date de 1680, lue et notée dans mon cahier, me revient en tête. 1680, c'est justement le Richelet. Et à ma connaissance, il ne me semble qu'aucun autre dictionnaire n'a été publié cette année-là. Un autre indice attire mon attention, les marques mises à côté des mots. Dans le Richelet, la marque de la croix seule signifie que le mot ou la façon de parler est dans un style simple, dans le comique, dans le burlesque ou le satirique. Mais la croix associée à l'étoile signifie que le mot ou la façon de parler se prennent au figuré,
mais pas n'importe lequel. Uniquement dans le style le plus simple, comme dans les vaudevilles, les rondeaux, les épigrammes, les ouvrages comiques. Ce qui veut dire que le mot compétence, au figuré, ici, ne l'est que dans une acception légère et comique. Voici l'expression qui a pu devenir capable par ses connaissances et son expérience, et nous verrons pourquoi cette évolution est malheureuse. Dans cette signification, terme de palais, il y a un mot fondamental, c'est le mot légitime. Pourquoi? Parce que le mot légitime vient du latin legitimus, qui veut dire acquis de droit divin. L'expression terme de palais associée au terme légitimité me travaille. Le mot légitimité n'appartient pas à la même famille catégorielle que l'expérience. Le terme approprié au mot expérience est le mot autorité, du latin auctoritas, qui signifie la qualité de l'auctor. Comprenez l'auteur, celui qui avance, favorise la réussite, la prospérité, l'existence d'un objet, qu'il crée ou qu'il le produise par son travail. L'erreur catégorielle conduit à une erreur malheureuse que la langue ne peut réparer autrement qu'au prix d'efforts conceptuels importants et d'ajout de bouts de sparadrap d'idées afin que l'image tienne à l'esprit. Ce sont les mêmes erreurs que nous avons vues avec le mot talent, le mot surdoué, le mot bonheur, le mot objectif. Je décide d'investiguer le dictionnaire de l'ancien langage français de la Cure de Sainte-Palaye, dans lequel il est possible de trouver la signification suivante du mot compétent. Souverain qui nomme à sa place un juge pour juger les gages de bataille. Souverain qui nomme à sa place un juge pour juger les gages de bataille. Voici le point de corrélation que je cherchais. Car le souverain est sacralisé par Dieu. Je l'ai dit, légitimité vient de légitimus, acquis de droit divin. Il faut bien comprendre que dès lors que le terme légitimité est intégré, est associé à compétence, il y a ces notions de droit de droit à, c'est un droit. C'est pourquoi nous trouvons la notion de duel judiciaire, à la fois qui est soit sacralisé, soit qui correspond aux lois humaines. Donc le duel judiciaire n'était pas le duel privé, c'est-à-dire celui où on jette le gant pour laver son honneur. Non, c'était un procédé juridique qui visait à départager deux parties sous la direction d'un juge nommé par le roi. Le gage de bataille, ou ce que l'on appellera un duel judiciaire, vise à porter la preuve de l'innocence de l'une des deux parties. Donc le gage de bataille est un procédé juridique qui vise à départager deux personnes en litige, soit devant une cour ecclésiastique, soit devant une cour seigneuriale. C'est un duel qui est encadré et qui répond à des règles précises. Les deux hommes vont donc se livrer un duel. Le vainqueur le sera par la volonté de Dieu. C'est ici l'idée fondamentale qu'il faut bien garder du mot compétence. Dieu qui a accordé au roi, par ses intermédiaires, le droit d'être roi, acquis de droit divin. Le roi qui donne au juge, par légitimité, par délégation de pouvoir, le droit de juger et d'encadrer. La compétence, en tant que légitimité propre pour l'affaire dont il s'agit, est capable de la décider, et donc le processus hiérarchique qui va de Dieu au juge. Le catéchumène, autrement appelé chrétien, est celui qui souhaite le baptême et qui se prépare à le recevoir en se faisant instruire des mystères de la foi. Dans l'histoire ecclésiastique, c'est le nom d'un degré, l'ordre des catéchumènes. Il y en avait deux, ceux qui étaient les moins instruits, qui n'étaient que dans des dispositions éloignées pour le baptême. Ils étaient catéchumènes depuis peu et composaient le premier ordre. Ceux du second ordre étaient instruits et demandaient le baptême. On les nommait compétents, du latin competere, car ils étaient plusieurs à demander ensemble d'être baptisés. Dans la seconde édition du dictionnaire de droit et de pratique de 1740, à la page 344, il est possible de lire concernant le mot compétence. Compétence est le droit qui appartient à des juges de connaître des affaires dont la connaissance ou l'attribution leur est accordée. On entend ici par compétence le droit qu'ont des juges ordinaires de connaître toutes sortes d'affaires entre les parties qui sont sujettes à leur juridiction.
On entend par attribution un droit spécial et particulier accordé à des juges de connaître de certaines affaires, qui d'ailleurs ne sont point de leur compétence. C'est au juge supérieur de régler la compétence des juges inférieurs. Ainsi, quand un juge entreprend une affaire qui doit être portée à un autre tribunal, on appelle de sa sentence comme de juge incompétent. Messieurs des requêtes du palais et de l'hôtel sont juges de leur compétence. Ils évoquent, ils retiennent les causes et cassent les sentences des autres juges qui ont passé outre nonobstant leur sentence d'évocation ou de rétention. Le développement sur le mot compétence dure pendant 3 pages et demie et va jusqu'à la notion de compétence en droit criminel. Compétence signifie littéralement le droit de juger. Nous sommes sur la notion de droit et la notion de compétence désigne ici l'accès aux informations et non pas l'idée qui va ensuite évoluer de manière détournée, l'idée que la compétence est la connaissance. Non, le terme de compétence désigne le droit de juger. Et non comme la signification figurée des vaudevilles va le signifier. Le mot figuré est une image métaphorique dont l'intention est de comprendre ou de se représenter une idée abstraite. Par exemple, cette maison tracée peut illustrer l'idée de refuge, de sécurité qu'offre la présence de la famille, d'amis, de proches. Mais si je tourne mon image, on se rend compte qu'elle n'a pas d'épaisseur, car de manière analogue, la métaphore n'a pas d'histoire, elle n'a pas de volume, elle ne peut être associée à d'autres images figurées pour penser. L'image figurée s'arrête sur elle-même. Vouloir ajouter des idées discordantes à une métaphore ou vouloir élever la métaphore au rang de concept ne peut que conduire à déformer l'esprit, pire, à le rendre difforme, comme on peut le voir sur cette image. C'est pourquoi, comme le précise le dictionnaire de l'Académie, il convient de penser à partir des mots corrects et exacts, mais aussi des analogies. Car penser est un processus de construction, et l'on ne construit pas une maison sur du sable. À l'instar du matériau qu'est la brique, les métaphores sont de pure construction. Elles sont poreuses des idées de toutes sortes. Elles sont peu résistantes à la compression, à l'usure et au choc de la réalité. Les mots corrects et exacts, quant à eux, à l'instar du granit, sont élaborés dans le temps. C'est un maillage naturel dont la robustesse vient des profondeurs de l'histoire. Ils ont une antériorité née du magma humain qui, avec le temps, s'est cristallisé. Le granit est à l'édifice ce que le mot correct et exact est à la langue, c'est-à-dire solide et robuste. Et ceci est très important pour la suite à venir. Mais poursuivons sur ce droit de juger. La compétence en matière criminelle est le droit qu'a un juge de connaître d'un délit. Mais on demande quid juris si un homme tire un fusil étant en une juridiction et tue un homme qui serait dans une autre. À quel juge de ces deux juridictions doit appartenir la connaissance de ce crime? Il faut dire que l'un et l'autre de ces juges est compétent. Celui qui a commis un crime doit donc être poursuivi par devant le juge du lieu où le crime a été commis. Le droit renvoie au lieu et non pas à l'expertise. Dans le Magnum Dictionarium Latinum Gallicum de 1737, à la page 247, il est possible d'appréhender ce que la notion de competens judex, competentis judicis, signifie. Un juge compétent qui a droit de juger et de connaître une affaire. Mais aussi la notion de competentia, qui signifie l'idée de convenance, de rapport entre les parties d'un tout. Et je reviendrai dessus puisque nous aborderons dans quelques minutes cette notion de pétéré. Et puis il y a la notion de compétitor. Je reviendrai aussi dessus très largement, car compétitor, compétition, dérive directement du mot compétence. Le terme compétence va aussi renvoyer à l'idée de bénéfice de. Par exemple, dans le dictionnaire de la conversation de 1870, page 772, nous trouvons cette notion du bénéfice de compétence.
Le bénéfice de compétence signifie en droit ancien le privilège accordé à certaines personnes en vertu duquel le débiteur poursuivi en paiement de sa dette pouvait retenir la jouissance de ce qui lui était nécessaire pour subsister. Nous avons aussi, toujours dans cette idée de compétence, l'âge compétent. Cette notion, nous pouvons la retrouver entre autres dans le Larousse de 1869, page 778. Par âge compétent, il faut comprendre âge suffisant. Suffisant pour faire, suffisant pour décider, suffisant pour juger. À ce stade du terme compétence, si nous le prenons au sens correct et exact, le mot compétence signifie littéralement le droit de juger, le droit de décider, le droit de poser un acte juridique. Et je le répète, la notion de connaissance ne renvoie donc pas à une expertise, mais renvoie au droit d'accès à l'affaire, et donc de solliciter les professionnels qui seront en capacité d'investiguer et d'enquêter. Enquêter, investiguer. Je ne peux m'empêcher de prendre quelques instants pour aborder ces deux mots, car ils ont un rôle à jouer dans la suite de cette enquête. Le terme investiguer vient de investigatio, qui signifie littéralement la recherche attentive, mais la recherche attentive d'après la piste. Investiguer implique le déplacement dans un lieu, sur un lieu, implique l'observation. Il y a ici cette notion de suivre à la trace, de suivre à la piste. Ce n'est donc pas le juge qui va aller investiguer. Il va déléguer aux enquêteurs le soin de le faire. Et nous verrons d'ailleurs à quel point, à ce moment, le savoir, la connaissance, l'habileté vont avoir un rôle clé. Mais il ne faudra pas confondre la compétence, la connaissance, l'habileté et encore moins le savoir tel que nous le faisons aujourd'hui. C'est en 1406 que le terme « investiguer » est attesté au sens de faire des recherches. Il y a cette idée de découvrir un vestige. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'aller chercher à ce point, dans les détails, dans le discernement, ce que personne ne prend le temps d'aller regarder. Donc investigation signifie littéralement qui fait des recherches systématiques. Ce qui renvoie à la notion d'enquête, car il n'y a d'enquête que parce qu'il y a eu investigation, et non pas l'inverse. Pourquoi? Eh bien parce que enquêter vient de enquérir, qui vient de l'ancien français demander. Or, pour demander, il faut avoir des indices, il faut récolter des indices, il faut donc avoir une piste. Inquiro, rechercher, chercher à découvrir, scruter, sonder, examiner. L'enquête cherche à savoir par l'interrogation. Elle cherche pour savoir. Et vous verrez le tressage, le lien qui conduit progressivement à cette idée populaire et pourtant erronée que la compétence serait de la connaissance. Pas du tout. Non, 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 non. La compétence, c'est le droit d'accès au processus d'investigation qui va conduire à l'enquête et qui, grâce à cela, qui permettra d'accéder à une information. Je souhaite traiter en quelques instants deux mots qui découlent directement du mot compétence. Il s'agit de compétiteur et concurrent. Le terme concurrent désigne littéralement qui a prétention d'égalité. D'ailleurs, dans le dictionnaire de 1680, il est dit du terme concurrent, celui qui concourt pour avoir le même honneur, la même charge. La concurrence étant la dispute d'esprit avec quelques savants pour obtenir quelque chose d'honorable et de profitable. Sorte de brigue que deux personnes font l'une contre l'autre pour avoir à l'envi quelque honneur, quelque office ou quelque charge. Le compétiteur, la compétitrice, est celui qui prétend aux mêmes honneurs. Je suis donc compétiteur quand j'aspire à occuper la même charge que vous, et je suis votre concurrent lorsque j'affirme être votre égal.
Il y a dans la notion de concurrence une chose réservée au plus digne, à celui qui surpassera tous les autres. Ceci fait allusion aux jeux anciens. Donc le compétiteur est celui qui revendique un objet également revendiqué par un autre. Je souhaite approfondir une nuance dont on parle peu ou pas assez. Il s'agit de deux mots, émule et rival, car le mot concurrent et compétiteur peuvent laisser entendre en arrière-plan un rapport conflictuel, un rapport peu honorable entre les deux. Ce qui lie ces deux mots, c'est l'état de lutte général, l'envie de se surpasser et d'acquérir une supériorité durable. Toutefois, le terme émule signifie l'aspect louable et stimulant l'énergie de chacun. Il y a dans l'émulation et dans la notion d'émule une notion de respect de l'autre. Je n'ai pas à craindre l'autre, je n'ai pas à regarder derrière mon épaule si l'autre va me faire un coup en douce. La fin ne justifie pas les moyens dans le terme émule. Dans le Larousse du 19e siècle, il y a cette phrase « L'émulateur est celui qui cherche à se montrer l'émule. Il ne se croit pas l'égal de ceux qu'il prend pour modèle, il entre seulement dans la voie où ils l'ont précédé et il s'efforce de marcher sur leurs traces. » Il y a ainsi l'idée certes de compétiteur, mais il n'y a pas de concurrence au sens de l'idée que je suis ton égal et je vais donc faire ce qu'il faut pour le prouver, pour convaincre, au sens de convaincere, pour avoir victoire sur toi, pour te vaincre. Non, nous serons toi et moi compétiteurs, mais nous ne serons pas rivaux. Si tu gagnes, alors je saluerai ta victoire et je m'en réjouirai. Mieux, je regarderai ce que je peux apprendre de toi pour émuler ma propre pratique. Alors que le terme rival est d'un tout autre ordre. C'est une manière odieuse, une jalousie qui vise à engendrer la haine. La rivalité engendre la haine, là où l'émulation engendre le respect. On peut donc être compétiteur parce que nous briguons la même charge, sans avoir justement à se montrer concurrent avec cette idée sous-tendue d'une rivalité dont on connaît les incidences. Cum petere. Nous voici au cœur du mot. Cum petere. J'ai beaucoup d'affection pour le préfixe cum, parce que c'est un mot qui marque l'égalité, la simultanéité, mais aussi le moyen avec lequel on fait quelque chose ou les circonstances qui accompagnent l'action. Le mot cum n'est pas un terme de morale, n'est pas un terme de lettres, c'est un terme de procès, et pas n'importe lequel, le procès qui arrive à son terme. Traduisez à sa fin ou à son actualisation, au résultat escompté. Il marque la notion de réunion. C'est ça qui est touchant avec ce préfixe, c'est que cette idée par laquelle on fait les choses, cette idée qui permet aussi de modifier un aspect, qui indique ce procès, ce mouvement, donne une information clé au terme petere que j'aborde maintenant. J'ai pu faire l'investigation de petere dans le dictionnaire étymologique de la langue latine et l'histoire des mots. J'aime beaucoup ce dictionnaire parce qu'il propose justement d'investiguer l'évolution du mot dans son histoire, mais aussi dans les mots associés. Et cela ouvre de vraies perspectives pour qui aime comme moi la recherche et l'investigation, parce que cela permet aussi d'aller plus loin qu'un dictionnaire classique de latin-français, par exemple. Et grâce à cela, dans ce dictionnaire de 1939, j'ai pu investiguer le mot peto, petere, qui vient de peto, et qui désigne littéralement se diriger vers, essayer d'atteindre, d'abord avec l'idée accessoire de violence ou d'hostilité. Se jeter sur, attaquer au sens physique ou moral. Puis,
Par affaiblissement de sens, je cite le dictionnaire, l'idée de se diriger vers, de gagner. Nous retrouvons là encore l'idée de compétiteur et de concurrence. Puis, au sens moral, rechercher, solliciter. Dans la langue politique, nous parlons de solliciter un mandat, d'être candidat. Je vous l'ai dit, vous m'avez posé une question directe et franche. Eh bien, j'y répondrai dans le même esprit. Oui, je suis candidat. Dans la langue du droit, d'être demandeur, d'être compétiteur. La boucle est bouclée. L'évolution sémantique de péto, en parallèle dans celle de rogo, est passée du sens de se diriger, de tendre vers, à celui de demander, d'interroger. Nous retrouvons ici deux notions avec l'enquête, mais aussi avec le droit de questionner, le droit de connaître. Il n'y a donc aucune ambiguïté. Le terme péto renvoie ici avec le terme rego, rogo, cette idée de se diriger, de tendre, de demander, d'interroger, au sens évoqué dans le cadre civil, dans le cadre criminel. Le terme rego signifie littéralement diriger en ligne droite, au sens physique et moral. Il y a l'idée d'avoir la direction, le commandement. Là encore, nous pouvons percevoir ce lien direct avec compétiteur, avec péto, puisque si j'ai le droit de commandement, j'ai le droit d'avoir la direction de l'affaire, qui d'ailleurs renvoie à dirigo, diriger, d'un endroit dans un autre, avec l'idée accessoire de faire passer de bas en haut, qu'elle soit hiérarchique ou qu'elle soit spatiale. Et donc dirigo, mener dans différentes directions, tracer différentes voies A, puis tracer la voie dirigée. Dans le Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts de 1861, page 387, le terme compétence renvoie à connaître, statuer, prononcer dans les limites de ses attributions, qui renvoie là encore à la légitimité. Le mot compétence est indissociable du mot légitimité, comme je l'ai montré dans l'enquête surdoué, le mot surdoué est indissociable du mot comblé. Le mot signifie le droit de juger, de mettre fin autant que de rendre justice à celles et ceux qui ont été attaqués ou ayant subi une hostilité morale ou physique. Il y a l'intention de diriger une investigation et d'enquêter en vue de connaître les faits réels et exacts de l'attaque. Il n'y a aucune ambiguïté historique du mot. Le terme compétence ne signifie en rien l'expérience. Il n'y a pas de lien possible historique entre compétence et savoir-faire, savoir-dire, savoir-être, et encore moins avec le terme expérience. Voici ce qui me permettrait de conclure sur le mot compétence, si je devais m'arrêter là. Mais je ne peux pas m'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'il y a un trop grand écart entre l'idée, pour ne pas dire la certitude populaire que nous avons autour d'une compétence, et les notions de savoir, de connaissance, puis assez récemment, toujours dans les années 70, de l'expression soft skills. Il me fallait appréhender l'histoire véritable du mot compétence pour pouvoir investiguer et enquêter sur le sujet de l'activité humaine. Voici la promesse de cette seconde partie de ce 5e épisode sur le mot compétence. Raviver la mémoire, ressourcer notre pensée pour mieux penser notre quotidien. Car penser, c'est construire.